Le 10 février 2024, nous avons appris le décès de Robert Badinter, qui est un grand avocat, grand dans le sens où il a eu des grandes affaires. Il a notamment évité la peine de mort à Patrick Henry, qui a tué un enfant, qui l'a tué. Il y a réellement les preuves qu'il l'a tué. Qui, quand il est sorti de la tôle, a voulu faire sa resta et s'est fait re-arrêter pour un trafic de drogue où il n'est pas mort en prison. Ils l'ont libéré quelques temps avant parce qu'il avait un cancer. Il est surtout connu pour, en 1981, avoir été le garde des Sceaux de François Mitterrand qui va abolir la peine de mort en France. Et dans cette vidéo, j'ai pas très envie de lui rendre hommage, j'ai envie de parler de la peine de mort et de vous dire un peu mon point de vue là-dessus. Personnellement, je suis pour la peine de mort dans quelques cas bien précis. Tout ce qui est meurtre et viol d'enfants avec des preuves irréfutables. Tu retrouves Titouan 5 ans avec le sperme d'un mec dedans, le mec il peut pas te sortir, que ça a été un complot et tout ça, ça passe à la peine de mort. Même chose, ce chignon faut mes cheveux. Pour tout ce qui est meurtre d'enfants, preuve irréfutable, ADN, preuve vidéo, preuve matérielle, tout ce qui peut prouver qu'il est injugeable, peine de mort aussi. Alors on va me dire oui mais la peine de mort c'est pas bien. Comment veux-tu réhabiliter dans la société? C'est le but de la prison. Réhabiliter l'individu qui a commis une faute et le remettre dans la société. Comment réhabiliter quelqu'un qui a enlevé la vie à un enfant? L'enfant, c'est la vie. Tu tues l'enfant, tu tues le futur. Comment réhabiliter un homme qui a eu des rapports sexuels avec un enfant? Et qu'on ne sorte pas les déconstructions et que la pédophilie est une orientation sexuelle, c'est des trucs de grands malades. Donc voilà, et tout ce qui est terrorisme. Pour moi, Saïd Abdeslam mériterait une peine de mort. Alors ouais, on va dire, oui, mais il va passer pour un martyr. Bah très bien, qu'il passe pour un martyr. Son traitement pour la prison, ça coûte 500 000 euros par an à l'État. Vous imaginez les parents des gens qui sont morts le 13 novembre? Ils ont eu leur enfant qui a été dessoudé par le commando de ce connard. Et en plus, tous les ans, sur leur impôt, ils payent la prison du mec. Je suis totalement conscient que la peine de mort ne règle pas le problème. Mais, des fois, faut se dire, la justice a ses limites. La justice ne peut pas récupérer tout le monde. Ça fera de la place en prison. Et puis, il faut arrêter le blabla. Oui, c'est pas bien, l'État enlève la vie aux gens. Oui, l'État peut aussi enlever la vie des gens en faisant la guerre. Oui, ça peut arriver. Oui, désolé, c'est la vie, l'État embauche des flics, les flics ils peuvent enlever la vie. Pourquoi pas la peine de mort, voilà. Et aussi pour tout ce qui est récidivisme. À un moment, les multirécidivistes, faut arrêter les conneries, quoi. Tout ce qui est récidivisme. La peine de mort doit être exceptionnelle. En mettant la peine de mort dans ces trois cas-là, meurtre, viol d'enfant, terrorisme, multirécidivisme, la peine de mort serait très peu utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle servirait de garde-fou. Je pense qu'il y en a certains vont refaire une connerie, se diraient je vais peut-être avoir la tête séparée du corps, peut-être que je vais peut-être réfléchir un peu à deux fois. Moi, je suis pas du tout dans ces idéologies-là, un peu plus de gauche, progressiste, non. À un moment, la prison est là pour récupérer des êtres humains. Quelqu'un qui fait un truc comme ça est exclu de l'humanité. Honnêtement, c'est pas à la société de payer des milliers et des milliers d'euros l'emprisonnement de quelqu'un qui est irrécupérable, qui a trahi la société, qui a souillé la société par ses actes. À un moment, il faut arrêter d'être gentil, il faut arrêter d'être bisounours, il faut à un moment couper dans le lard et faire les choses comme il faut. Faire les choses comme il faut, c'est éliminer les brebis galeuses. Désolé, ça s'appelle la sélection naturelle, ça existe dans la nature, c'est pas parce qu'on est des êtres humains qu'on reste pas des animaux, et point final. Ne nous emmerdons pas la vie avec des brebis galeuses. Moi je suis pour la peine de mort. Dans ces trois cas-là, exceptionnels, bien cadrés, bien définis par le cadre de la loi. Après pour la peine de mort, la guillotine c'est bien. La guillotine c'est bien, c'est sec, c'est direct, le mec il meurt, il ne souffre pas. C'est pas comme les injections létales ou la chaise électrique où il peut y avoir des trucs qui foirent. Je suis pas quand même un enculé, je propose une mort brève et efficace.
pour gagner du temps et de l'efficacité. De toute façon, si à un moment la justice ne prend pas ses responsabilités, comme ça se passe actuellement en France, les sauvages prendront le pouvoir sur les civilisés. Et c'est la loi du sauvage qui va se mettre en place. Et à ce moment-là, je pense que beaucoup de monde qui sont contre la peine de mort vont revoir les choses différemment. Surtout si c'est leur propre sang qui est souillé. Là, on verra s'ils ne voudront pas verser le sang à leur tour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la terrible situation qui se produit à l'heure actuelle en RDC, République démocratique du Congo. Alors, avant ça, il faut historiciser. Pendant très longtemps, la RDC a été coupée en deux. Une partie plus côtière, qui comprend aussi le Congo et le Gabon, qui est regroupé sous le royaume Congo, avec un K, qui est un des royaumes les plus puissants. Et bon, il a connu la concurrence, les difficultés quand les Portugais sont arrivés. Mais ça reste un grand royaume. Bon, après le découpage colonial, c'était une colonie belge qui a accédé à l'indépendance. Au moment de l'indépendance, il y avait des inquiétudes de la part des États-Unis que la RDC, très riche en ressources premières, tombe dans le camp communiste. Donc ils ont fomenté une révolution, une révolte, la révolte du Katanga, qui sera fatale à Patrice Lumumba, un des très grands penseurs de la décolonisation, du panafricanisme. Et après, Mobutu a pris le pouvoir de 1965 à 1997. Et depuis un an avant la chute de sa chute, il y a une guerre dans cette est du Congo immensément riche. Riche dans le sens où elle a beaucoup fait des téléphones avec du callback notamment, très important pour les batteries et les processeurs des téléphones et des portables. C'est pas étonnant, historiquement parlant, que les problèmes s'est déclaré au milieu des années 90 quand les ordinateurs se sont commencé à se généraliser et où les téléphones portables ont aussi commencé à se généraliser. Cette guerre est très complexe, il y a beaucoup de groupes armés, certains sont soutenus par le Rwanda parce que le Rwanda se sert de ces groupes armés pour aller chercher des opposants ou des dissidents au régime de Kagame et aussi finir la triste boucle historique du génocide rwandais. De plus, Kagame peut déstabiliser la région à souhait, personne ne lui dit rien parce qu'il a la même politique victimaire qu'Israël, c'est en mode ta gueule, je fais ce que je veux, j'ai subi un génocide. Et pourtant, il y a des trucs bizarres. Ils sont premiers producteurs de ressources qu'ils n'ont même pas sur leur territoire. Produits qui se trouvent sur le territoire congolais qui déstabilise. C'est-à-dire, on a les preuves qu'ils volent les ressources, mais rien n'est fait. L'autre aspect dramatique, et ça je n'ai pas peur de le dire, dramatique, c'est que le gouvernement congolais n'arrive pas à être souverain. Déjà parce que l'armée congolaise elle est en vrac. De deux, les infrastructures ne permettent pas d'envoyer des armées de Kinshasa à l'est en mode ligne directe. Il faut passer par l'aviation, enfin c'est très compliqué parce que c'est un très grand pays qui passe par la forêt dans des conditions extrêmes. Donc ça pose énormément de problèmes. Ensuite, la communauté internationale, comme d'habitude, incompétente, aveugle et incapable de comprendre les réalités africaines. Elle est mauvaise. Mais quand je dis mauvaise, c'est mauvais. Pendant des années, on n'a rien dit. Là, on arrive à mettre un petit peu la lumière dessus. Et les gens, pour qu'il y ait la lumière quand même sur ça, doivent aller quand même cramer des bagnoles devant l'ONU et devant les ambassades. C'est sale, hein. Ce qui s'y passe, c'est inconcevable. Le viol est une arme de guerre facilement utilisée. Il y a beaucoup de massacres de civils, beaucoup de déplacés qui sont eux aussi
durement impacté. Il y a un énorme problème pour acheminer l'aide. Il y a un énorme problème pour acheminer les soins. Et la situation a perduré depuis bien trop longtemps. En plus, on parle d'un bassin démographique, le bassin de Congolais, avec une énorme démographie. Et les solutions au conflit sont très difficiles. Il faudrait monter une coalition de forces de personnes neutres qui iraient attraper ces groupes rebelles et les mettrait hors d'état de nuire. Mais il y a aussi tout le problème de la souveraineté de la RDC sur ses ressources économiques. Et ça, ce problème-là ne se réglera pas militairement. C'est un problème intellectuel. Et tant qu'ils ne seront pas... Tant que pour eux, le souverainisme, c'est un médicament contre la diarrhée, à un moment, tu fais quoi? Voilà, des os, pas des os, mais il n'y a rien qui avancera. Donc, situation très complexe, dans une zone du monde ultra complexe, mais qui mériterait littéralement qu'on mette plus la lumière dessus. J'y ai pensé plusieurs fois à faire des vidéos, mais bon, je pense à 30 milliards de choses et je ne peux pas me mettre devant, mais voilà. Véritablement, actuellement, la RDC, silence on tue, on essaie de faire du bruit pour mettre en avant ces massacres, mais c'est très compliqué.